Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire un peu différent de ce que on a l'habitude de faire chez Cléance, puisqu'aujourd'hui, je suis accompagnée de Jordan de Drone Ambition. Bonjour à tous. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de faire une passe sur toutes les trucs et astuces qu'on peut avoir pour vous aider dans votre activité de télépilote. Donc, c'est surtout Jordan qui va pouvoir vous donner pas mal de contenu là-dessus. Du coup, je vais vous partager mon écran. Hop. Et voilà, normalement, vous devriez tous voir la présentation apparaître à l'écran, n'est-ce pas? Parfait. Super. Alors, Jordan, pour ceux qui ne te connaissent pas, je propose qu'on fasse une petite présentation. Normalement, vous me connaissez tous chez Clearance, je m'occupe de la communication. Et pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Clearance, on aura l'occasion d'en parler. Donc, je te laisse te présenter. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Jordan. Je suis le directeur de la société Drone Ambition, qui est une entreprise à la base qui fait de la création de contenu multimédia, donc de la vidéo à base de drones. Donc, la société a 5 ans et demi maintenant et on s'est très vite diversifié dans la création de contenu immersif. Donc, on crée des vidéos 360 aériennes principalement. Et dernièrement, on a ouvert un organisme de formation où on apprend aux gens à créer du contenu immersif uniquement. On n'apprend pas aux gens à faire du pilotage de drone pour le moment, malheureusement. Mais voilà, on a créé un centre de formation qui s'appelle Immersive Ambition. Voilà, donc 2 structures bien distinctes. Et du coup, je possède également 2 chaînes YouTube bien distinctes. Une qui s'appelle Drone Ambition, où j'apprends aux gens tout mon savoir, du moins j'essaye de l'apprendre avec le temps qui me reste, pour créer du contenu multimédia. Et la chaîne Immersive Ambition, qui est vraiment orientée pour la réalité virtuelle, donc comment créer des vidéos à 360 en très très haut de gamme. Voilà, on est les seuls vraiment en France à pouvoir avoir une chaîne de cette envergure-là. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça après ce webinaire. Voilà. Vous aurez toutes les infos en fin de webinaire de toute façon. Alors, avec Jordan, on a choisi d'organiser le webinaire autour de la préparation d'un vol de drone. Donc, on va voir les différentes étapes, donc avant votre vol, pendant votre vol, après votre vol, donc quelque chose de très simple. Je vous propose donc qu'on démarre avec le premier aspect à prendre en compte avant votre vol, sans surprise, c'est la réglementation. Quand on dit réglementation ici, je parle surtout de tout ce qui est papier administratif dans un premier temps. Donc, tout ça, on pourrait les retrouver dans dans ce qu'on pourrait appeler un dossier de vol. Donc, on va avoir tout ce qui est formation, tout ce qui est déclaration et enregistrement sur Alpha Tango. Là, d'ailleurs, on a une bonne liste que vous pourrez retrouver en fin de webinaire, d'ailleurs. Mais elle n'est pas exhaustive et évidemment, peut-être que certains ne s'appliquent pas à vous et d'autres plus particulièrement. Est-ce que parmi ces documents, Jordan, il y en a qui t'interpellent plus que d'autres particulièrement? Oui, je pense que je vais faire un petit point sur chacun d'entre eux en essayant de vous donner quelques petites astuces, petits conseils si vous ne possédez pas ce document-là, comment faire. Donc, on va commencer de haut en bas, le justificatif de formation théorique. Donc là, clairement, vous pouvez tout simplement aller en centre de formation pour apprendre la partie théorique du pilotage de drone et ensuite aller directement à la DSAC ou à la DGAC pour passer justement cet examen. Donc, bien évidemment, c'est totalement obligatoire. Vous aurez votre petit diplôme à la fin. Il faut répondre à un QCM. Donc ça, voilà, il n'y a pas de secret. Vous pouvez bien évidemment l'apprendre vous-même. Il y a beaucoup de bouquins qui existent à l'heure actuelle on peut en trouver partout sur Amazon, un peu partout, vous permettant d'apprendre seul et de le passer seul. Il y a quelques années, quand la formation a passé de brevet théorique ULM à brevet théorique drone, c'était très compliqué de le passer seul, ce brevet théorique drone. Maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que les bouquins sont mieux adaptés. Donc voilà, ça c'est libre choix. Ensuite, la formation pratique. Alors, c'est bien précisé en centre ou en auto-formation. Donc pareil, vous pouvez bien évidemment la passer en centre. Vous aurez une attestation de suivi de formation ou en auto-formation, c'est-à-dire que votre employeur peut, en vous formant, vous délivrer ce petit papier qui atteste du suivi de la formation. Donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas le terme auto-formation. C'est bien l'employeur qui peut délivrer cette auto-formation. Ensuite, on passe directement du coup à la déclaration d'activité. Comme tout métier, il faut déclarer son activité, comme les centres de formation déclareraient qu'ils sont bien centres de formation. Donc ça, c'est assez simple, ça se fait sur Alpha Tango. C'est quelques petites données à remplir et il n'y a pas de secret. Ensuite, il y a l'extrait du registre des exploitants d'UAS. Donc c'est là que vous allez acquérir votre numéro d'exploitant.
donc, que vous pourrez ensuite apposer sur vos diverses machines, vos drones. Et c'est aussi simple, ça se fait également du coup sur Alpha Tango. Donc je précise bien, Alpha Tango c'est pour les pros, Fox Alpha Tango c'est pour les pilotes de loisirs. Ça devrait changer à l'avenir, mais pour l'instant c'est encore le cas. Ensuite, on a l'extrait du registre des aéronefs civils sans équipage à bord. Euh, du coup, c'est pareil, du coup, mais c'est pour vos drones. Donc, ils vont avoir pareil un numéro d'identification qu'il faudra apposer sur le drone. Ensuite, l'attestation de conception ou de conformité de chaque drone. Donc là, c'est quoi la petite différence? En fait, l'attestation de conception, par exemple, si vous avez un petit drone comme celui-ci, un Mavic Air 2S ou un Mavic 2 Pro, par exemple, ils ont obligatoirement une attestation de conception et qui est fournie par le fabricant. Donc ça, c'est intéressant. Et une fois qu'on modifie le drone, c'est-à-dire qu'on ajoute un module coupe-circuit, par exemple, ou des parachutes, il vous faudra une attestation de conformité au type que la personne qui homologue votre drone va vous fournir. Donc, c'est assez simple. Donc, il y a plein d'entreprises en France qui permettent de le faire. Et on verra après pour les questions, pour les modules coupe-circuit, etc., comment ça fonctionne. Je ne vais pas encore rentrer trop dans les détails maintenant. Ensuite, on attaque le manuel d'utilisation et d'entretien du drone. Pareil, c'est fourni par votre vendeur. Si vous ne l'avez pas, c'est la personne qui va homologuer votre drone qui va vous le fournir. Et sinon, pour certains modèles, du coup, c'est disponible directement sur Internet. La déclaration d'activité de photographie et de cinématographie aérienne. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de ce document, étant donné que je n'ai jamais eu de retour de la DGAC depuis le tout début. Mais dans l'idée, c'est un papier qu'il faut remplir et qu'il faut fournir à l'administration pour que vous puissiez faire vos photos et vos vidéos tranquillement. Bon, dans l'idée, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Croyez-moi, j'ai une grosse communauté qui m'a dit que, pareil, ils n'avaient pas de retour. Si c'est le cas, gardez bien quand même ce document sur vous. Voilà. Ensuite, pour le MAP, qui devient petit à petit le MANEX, qui est le manuel d'activité particulière, pardon, qui est passé en MANEX. Et ça, c'est un gros document que vous devez toujours avoir sur vous aussi et qui va être souvent mis à jour au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que c'est dans ce document-là que vous allez dire, bah, cette personne dans ma société, elle est télépilote, cette personne, elle va gérer toute la partie sécurité au sol, je vais utiliser tel drone, tel drone, tel drone. Voilà, c'est ce map qui va définir tout ça et surtout sur le point très crucial de la sécurité. C'est ça qui est quand même indispensable. Ça va définir comment vous allez baliser vos zones de vol, etc., etc. Donc ce document, il est à rédiger vous-même. Il y a des canevas qui existent maintenant pour le MANEX qui sont directement disponibles sur le site du gouvernement. Et du coup, ça devient de plus en plus simple à réaliser soi-même. Moi, j'en réalise pour beaucoup d'autres sociétés parce qu'ils ont des petites questions sur certains points. Mais voilà, si vous avez des questions par rapport au MAP ou au MANEX, n'hésitez pas à en poser dans le chat. Ensuite, l'attestation d'assurance obligatoire d'avoir une RC Pro pour votre société, mais qui couvre bien l'utilisation de drones. Et bien sûr, ça va couvrir uniquement les dommages que vous allez causer aux autres. Si vous voulez couvrir vos machines, je vous conseille une assurance Brin Machine qui va vous coûter beaucoup plus cher, mais qui va être utile pour ma part, hein, je pense, pour des drones au-delà de 7, 8, 10 000 euros. Je pense qu'en dessous de ce prix-là, pour moi, je trouve que c'est pas forcément indispensable. Après, chacun donnera son avis sur ce point-là. Mais voilà, l'attestation d'assurance est obligatoire et gardez-la bien avec vous. Ensuite, le justificatif des autorisations de vol obtenues. Et on va en parler juste après dans la slide. Vous allez voir, c'est tout ce que vous allez faire comme demande à la préfecture, aux aéroports partenaires, etc. Tout ça, on le garde bien dans son dossier. Et dernier point, maquette zone d'exclusion des tiers. Pareil, Ophélie pourra en parler un petit peu mieux que moi, mais dans l'idée, il faut toujours avoir, dans la plupart des cas, au moins une feuille avec la zone d'exclusion des tiers bien dessinée, avec l'endroit où le pilote se place et l'endroit où le drone décolle, et le périmètre, bien évidemment, de sécurité. Donc ça, je vais laisser Ophélie maintenant poursuivre pour la suite. Alors, donc ça, c'était plutôt la partie administrative de la réglementation, on va dire. Et ensuite, on passe sur la partie plus autorisation de vol. Donc là, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Clearance, mais on va parler de la réglementation en général. Il y a un outil qui est utilisé et plébiscité auprès de tout le monde, c'est Géoportail, qui est une très bonne base pour vérifier plusieurs des contraintes avant votre vol. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les contraintes aériennes que vous devez vérifier. Elles sont en fond là,
de la slide les unes après les autres. Mais quand on fait la liste, au final, il y en a une bonne vingtaine. Et ça peut vite devenir contraignant de vérifier toutes ces contraintes, puisque Géoportail en regroupe certaines, mais la carte Géoportail a ses limites, puisque par exemple, vous n'allez pas avoir les contraintes temporaires, vous n'allez pas avoir des limitations précises sur la carte Géoportail aussi. Donc, vous allez savoir que vous êtes dans le rouge quand vous utilisez le fond de carte catégorie ouverte, par exemple, mais vous n'allez pas forcément savoir d'où vient cette contrainte. Donc, vous avez d'autres outils, dont notamment Clearance, sur lequel vous pouvez analyser toute la réglementation. Je vous invite à vraiment vous pencher là-dessus et à croiser les données si jamais vous n'utilisez pas des outils comme le nôtre, parce que c'est quand même, nous on en entend tous les jours des histoires de j'ai pas vu qu'il y avait une élicitation, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut aller très vite de louper une contrainte, que ce soit des grosses contraintes comme des élicitations, des sites militaires. En général, ça, ils ne sont pas loupés. Mais tout ce qui va être aussi espaces naturels, parcs nationaux, les zones de sensibilité majeure, pour trouver la délimitation et les dates exactes de nidification, tout ça, ce n'est pas forcément évident. Donc voilà, sachez que sur Clearance, évidemment, lorsque vous créez votre mission, nous, on analyse toutes les contraintes, vous avez tout au même endroit. Si vous avez des questions un peu plus précises sur l'utilisation de la plateforme, je serai disponible pour en discuter après, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Avant votre vol, vous devez aussi vérifier la météo, ce qui paraît évident, puisque faire voler un drone avec du vent et de la pluie, ça ne doit pas être évident, même si je ne suis pas expert dans le sujet, mais ça paraît, voilà. Est-ce que tu as une remarque sur la météo, particulièrement, Jordan? Oui, alors du coup, les drones qu'on utilise maintenant sont de plus en plus performants. Ils vont pouvoir aller forcément de plus en plus à l'humidité, sous la pluie, etc. Ça, c'est un point fort, mais ça n'empêche en rien à la visibilité que vous avez par rapport à votre machine. Donc, on fait vraiment attention au niveau du vent. On essaye de jamais voler avec un vent supérieur à la vitesse possible avec votre drone. Exemple type du Mavic 2 Pro, on évite à tout prix de voler avec un vent à plus de 60 km/h. Clairement, on essaye de garder une marge, bien évidemment, mais on évite au maximum ce genre de choses. Même si dans des cas bien spécifiques, c'est tout à fait possible. La pluie, il y a des drones étanches ou quasiment étanches. Même l'Inspire 2, par exemple, qui est un drone de chez DJI, vole sous une légère pluie sans aucun souci. Mais ça n'empêche pas que ça reste dangereux, que ça peut causer des problèmes techniques. Donc on évite à tout prix de voler dans ces conditions-là. Le brouillard, bien évidemment, ça va encore plus gêner au niveau de la visibilité par rapport à votre drone. Et au niveau des températures, je trouve que c'est important ce point-là, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Voilà, si vous avez été formé, bien évidemment, vous voyez de quoi je parle, mais il y a beaucoup de problématiques, surtout en intérieur, au niveau de la température, qui sont très difficiles à gérer quand on veut faire de la vidéo dans des endroits assez restreints en intérieur. Donc voilà, on hésite à tout prix de voler proche du plafond parce qu'on se fait très vite aspirer par le haut et après le drone tombe comme une mouche au sol. Donc voilà, c'est des petits conseils que je peux vous donner. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat si vous avez d'autres questions. Au niveau voilà, couverture nuageuse, etc., c'est des cas assez spécifiques. En général, moi, ça fait 5 ans et demi que j'exerce. Ça m'est jamais arrivé Enfin, ça m'est arrivé quelques fois de voler au-dessus des nuages, mais parce que j'étais sur les ballons ici dans nos régions. Du coup, voilà, moi, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler, mais on fait très attention quand on vole à proximité, proche des nuages, surtout en dessous et au-dessus. Voilà, les rafales, les précipitations, la visibilité, toutes des contraintes qui s'ajoutent. Moi, j'utilise, pour ceux qui veulent savoir, tout le monde a son site de météo favori. J'utilise bien évidemment Météo Ciel, qui pour moi est un des plus fiables. Chacun aura son avis là-dessus. Et maintenant, je peux même utiliser la météo du coup qui est directement sur Clearance. Ouais. Grâce à Clearance, on peut directement avoir les prévisions météo et du coup, c'est bien parce que ça quadrille du coup la période qu'on a choisie pour notre mission, comme on le voit sur la petite image en bleu. Et du coup, on sait ce qui peut nous attendre. Voilà. Après, c'est quelque chose de nouveau, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet outil. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. Quels outils utilisez-vous pour vérifier la météo pour vos vols? Est-ce que Météo Ciel, c'est, je suppose, quelque chose de connu? Est-ce que vous utilisez celui-ci plutôt qu'un autre? Je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont mettre météo et radar. Ouais.
Après, les météos agricoles, en général, sont très, très fiables. Alors Thierry nous dit Windy, Il y AirData. en a tellement que D'accord. Windy, c'est Windy qui revient le plus. Windy le remporte. Ok. Ok, oui, donc en effet, la météo, c'est quand même un aspect important. Hop, à vérifier même le jour même de son vol. On a une question de Betty en rapport avec la météo, donc je me permets de la lire tout de suite. Y a-t-il une règle pour calculer le vent à 100 mètres quand on prend le vent à 2 mètres? Vous parlez de 100 mètres de haut, c'est ça? Ouais. J'ai pas tout Euh, compris non plus, hein. euh, 100 je, mètres de hauteur, je pense, de hauteur sol. ouais. J'ai un doute pour vous répondre, Betty, donc je note la question et je peux poser la question à mes collègues en même temps, je reviendrai dessus. Ok, on continue. Avant votre vol, vous devez aussi vérifier le matériel. Aspect très opérationnel par rapport à votre vol. Jordan, je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, alors du coup, la vérification, bien sûr, c'est plus vaste que ça. On a mis vraiment les points phares, les points primordiaux. Du coup, les batteries, bien évidemment, on évite les batteries gonflées, on évite de les stocker dans des endroits trop froids ou trop chauds. C'est très important si elles sont gonflées avec des drones plus ancienne génération, comme le Mavic 2 Pro par exemple. Les batteries gonflées, si vous les mettez, vous allez voir tout de suite qu'il y aura un petit écart et la batterie peut sauter en plein vol. Et ça arrive énormément aussi avec les Parrot, les Anafi ou des drones de cette gamme-là, où j'ai plein de retours, moi de mon côté, des gens qui perdent la batterie en plein vol. Et ça, c'est pas cool, surtout quand on est au-dessus de l'eau. Donc voilà, on évite à tout prix d'utiliser ce genre de batterie endommagée ou gonflée. Ça, c'est très important. Donc là, j'avais mis batterie, mais bien évidemment, ça comprend aussi la recharge des batteries. Il faut bien penser à mettre à jour et à recharger les batteries. On y viendra tout de suite après. La mise à jour de tous les équipements. Chaque drone a sa façon de mettre à jour les équipements. En général, chez DJI, encore une fois, parce que je suppose que dans le chat, il y en a beaucoup qui ont ce type de drone. Du coup, on a bien une mise à jour par équipement. Donc, des fois, il y a des mises à jour batterie, mise à jour nacelle, mise à jour caméra, mise à jour radar. Il peut y en avoir beaucoup. Donc, on n'hésite pas le jour d'avant à bien checker, à mettre chaque batterie sur le drone pour faire la mise à jour de celle-ci correctement, parce que vous allez être face à des fois à des problématiques si vous n'avez pas de connexion Internet sur le jour du tournage. Donc, on fait très attention, c'est de moins en moins, ça arrive de moins en moins, clairement, mais on ne sait jamais. Donc la mise à jour de tout, hein, que ce soit vos logiciels que vous utilisez pour voler. Je sais qu'il y a des pilotes de drones dans l'assemblée qui ne font pas de la vidéo, donc tous vos logiciels de pilotage, que ce soit Litchi, tous les autres, moi j'en utilise pas spécialement, mais voilà, il y en a beaucoup. On met bien tout à jour, surtout pour la photogrammétrie, ce genre de métier. Ensuite, les parties des doublons, je trouvais ça hyper intéressant parce que ceux qui commencent, là, ça s'adresse plutôt à ceux qui commencent le métier. J'en ai beaucoup qui sont venus me voir et qui ont acheté un Mavic 2 Pro et qui me disent bah, Monsieur, bah, c'est bon, je peux créer ma société. C'est bon, j'ai un petit peu d'argent. J'ai mon Mavic 2, j'ai un PC chez moi. Allez, on y va. Je dirais que oui, vous pouvez créer votre société, mais franchement, tous les équipements qui sont à risque et qui sont très importants pour votre mission, donc les caméras, les drones, tout ce qui est fragile, il faut tout avoir en doublon. Ça peut ne pas être le même drone, hein, comme moi ici, quand je vais aux missions, j'ai tout le temps un Mavic 2 Pro et un R2S au cas où. Voilà, c'est un exemple bête, mais si vous crachez votre drone et qu'il vous reste une centaine de plans à faire, vous allez, euh, vous allez être dans de beaux draps, on va dire. Donc on fait très attention, hein, surtout si vous faites de l'événementiel. Voilà, s'il vous plaît, toujours deux drones au minimum. Ça, c'est très important et je dis ça vraiment pour ceux qui débutent. Donc tout en doublon, hein, que ce soit carte mémoire, que ce soit les drones, donc les caméras, les objectifs, etc. Essayez d'avoir au moins des solutions de secours. Et voilà, on n'oublie pas également de préparer, une fois qu'on a préparé tout cet équipement-là aérien, donc les drones, etc., on prépare bien les filtres ND, donc pour ceux qui font de la captation vidéo, encore une fois, pour ceux qui font d'autres métiers, préparez vos équipements. On n'oublie pas, bien évidemment, si on vole dans des scénarios bien spécifiques, d'avoir ce genre de petites balises comme ça qui se fixent sur la radiocommande. Moi, c'est un coupe-circuit, hein, pour celle-ci. Ça me permet de couper les moteurs à n'importe quel moment quand je fais du S2 avec un Mavic 2 Pro ou avec un R2S. Donc le S2, je le répète, c'est jusqu'à 1 km de distance hors vue du télépilote, hors zone peuplée.
Donc voilà, ça peut arriver d'avoir ce genre de choses et de l'oublier. Si vous l'oubliez, le drone ne décolle pas. Ça dépend des marques, encore une fois, des modèles. Mais en général, si vous ne l'avez pas sur le drone ne décollera pas. Et vous êtes bon voilà, pour ne pas faire la mission, quoi. Donc on n'oublie pas ça, on n'oublie pas euh, tout ce qui peut être indispensable à votre mission, des landing pads, donc pour décoller sereinement dans des conditions spécifiques. Voilà, en gros, des hélices de secours, tout ce qu'il faut en backup, quoi. Voilà, voilà Ophélie, ce que je peux dire. Je prends, je prends des notes en même temps, je n'avais pas noté le landing pad. Ok, continuons. Hop. Donc ça, c'était pour la première partie qui est vraiment préparation avant votre vol. Maintenant, on va passer à la partie pendant votre vol. Donc là, sans surprise, on vous a fait une belle slide sur la sécurité. C'est quand même l'aspect le plus important de votre vol. Quelques points sur lesquels on peut discuter. Le premier, c'est le balisage de la zone d'exclusion des tiers. Donc vous pouvez, vous devez pour vos vols calculer la zone d'exclusion des tiers. Donc c'est un calcul un peu qui fait un peu peur sur le guide de la DGAC, mais au final, quand on se penche dessus, c'est pas si compliqué. Donc, une fois que vous avez appliqué la formule et que vous avez votre distance, donc, je ne sais pas, disons 30 mètres de distance, il va falloir mettre en place cette zone de sécurité au sol. Donc là, c'est à vous, en fonction de votre mission, de voir comment vous pouvez sécuriser cet espace. Si on est en agglo et qu'on a une plus petite zone d'exclusion des tiers, disons 10 mètres ou quoi, vous pouvez utiliser des rubans de signalisation, des cônes, vous pouvez demander à d'autres personnes de vous assister pendant votre vol, des barrières de sécurité, donc ça demande une plus grosse organisation, mais voilà. Pour les outils, petit aparté, sur Clearance, on a ajouté un outil de calcul automatique de cette zone d'exclusion des tiers et de création de la maquette. Sachez que lorsque vous demandez une autorisation de vol auprès de la préfecture, il est possible que la préfecture vous demande une maquette justement de cette oui. Zone avec vos points de décollage, d'atterrissage et le point du télépilote, c'est bien ça. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Jordan. Oui, bah justement, par rapport à ça, il y a des préfectures qui sont plus à l'ancienne que d'autres, en plus de ça, qui vont vous demander encore les CERFA papier pour faire les démarches pour les préfectures, croyez-moi, dans les Vosges, c'est le cas. Du coup, j'ai beau faire les choses sur Clearance, je dois les refaire en CERFA papier. Donc, super. Mais dans l'idée, ça peut arriver. Et du coup, ce fameux papier ou cette version en ligne où on voit bien la zone d'exclusion des tiers et le pilote et le drone, en fait, elle va être principalement demandée par la GTA, donc la gendarmerie du trafic aérien, ou la gendarmerie tout court. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qui me le demandent. Et la gendarmerie, des fois, nous accompagne sur les lieux de tournage ou les lieux de vol pour aider à maintenir enfin, ils nous surveillent déjà de base. Ils nous surveillent et puis après, ils peuvent nous aider, bien sûr, à maintenir cette zone en place quand il y a beaucoup de foule. Mais voilà, oui, ça m'est arrivé assez souvent, Félix. Et si vous n'utilisez pas Clearance, vous pouvez aussi créer votre maquette avec des outils comme Google Earth pour une vue satellite, parce qu'évidemment, la préfecture demande une vue satellite et une légende avec l'échelle. Donc, vous pouvez utiliser Google Earth, vous pouvez le coupler avec Paint pour ajouter quelques infos dessus si besoin. Voilà. Je peux ajouter quelque chose, Félix, sur le balisage? Oui, bien sûr. Alors, sur le balisage, je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver parce que c'est clairement des points hyper importants et des fois mal expliqués dans les centres de formation. En fait, votre balisage, là on a marqué balisage, mais clairement, il peut se matérialiser sous plein de formes. C'est-à-dire qu'il faut juste que ça respecte votre map ou votre Manex. C'est-à-dire que si dans votre Manex, vous avez indiqué que le balisage se fait uniquement avec des barrières naturelles déjà présentes dans l'environnement, moi j'ai une petite partie qui stipule ça par exemple dans mon Manex, ça veut dire que clairement, si j'ai une haie, si j'ai des barrières qui sont déjà présentes, s'il y a un fleuve qui passe, et ben, du coup, je n'ai pas besoin de baliser avec de la rubalise ou des plots parce que c'est stipulé dans mon annexe et que ça fait foi et que voilà, ça suffit pour protéger les tiers de ma zone de vol. Et du coup, voilà, c'est très important. Il faut vraiment se dire ça. C'est votre Manex qui va tout gérer. Ne vous bloquez pas trop sur le Manex. Je vois beaucoup des gens mettre je vais baliser ma zone de vol avec de la rubalise, point à la ligne.
Et du coup, quand ils se font arrêter directement sur le terrain et qu'ils ont balisé un an plus tard avec des plots, eh ben, ça va pas, quoi. Ça va pas et vous pouvez risquer une amende comme si vous avez fait une faute beaucoup plus grave. Donc, clairement, on essaye de ne pas trop se mettre de barrière, justement, sur son Manex, et on voit large. Moi, j'ai mis barrière naturelle, donc, où je sais plus comment j'ai stipulé ça, hein, mais en gros, barrière naturelle, plot, rubalise, ou barrière de chantier, ou barrière de machin. Donc voilà, on y va, on n'hésite pas à en mettre pour pas se donner de grosses limites. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Un bon conseil. La vérification structurelle du matériel et des supports de stockage et notamment paramétrer le Return to Home. Return to Home, si je me souviens bien, c'est en cas d'urgence, on peut demander au drone de revenir au point de décollage, c'est ça? Exactement. Ok. Et du coup, moi, personnellement, en 5 ans et demi, j'ai dû m'en servir très, très peu. Je pense que tous les pros seront d'accord avec moi. Euh, c'est pas un outil, il faut le paramétrer. C'est juste qu'il faut le paramétrer en amont. Il faut définir sa hauteur de return to home et la technologie que ça va utiliser quand le drone va revenir. Avec les drones maintenant, dernière génération, il y a l'évitement d'obstacles. Ça peut prendre le même chemin que vous avez fait pour y aller, etc. Il y a plein de choses qui se font, mais le drone doit être en capacité de retourner à la maison à n'importe quel moment. Admettons, vous êtes en train de faire voler votre drone, vous avez votre télécommande dans la main avec votre smartphone dessus. La télécommande, elle tombe dans l'eau. Bah, je peux vous dire que vous allez être bien content d'avoir paramétré ce bouton de retour à la maison, cette fonction. Donc voilà, c'est très très important. Et juste par rapport à la vérification structurelle du matériel, pour moi, les points importants, c'est de vérifier l'état des bras du drone, de tourner les moteurs comme ceci pour voir si vous n'avez pas du grain. Clairement, c'est vraiment les deux principales vérifications. Bien regarder que tout est bien nettoyé au niveau des radars, etc. C'est important. Mais, euh, mais la structure en elle-même du drone, les moteurs et les bras, ça reste indispensable. Et vraiment l'état des batteries, bien évidemment. Voilà, voilà ce que je peux dire. Pour le vol en lui-même, on avait noté quelques conseils que tu voulais expliquer un peu plus à l'oral détaillé. Oui, donc testez toujours votre drone dans son environnement. Commencez par voler à 1,50 m à peu près du sol. C'est-à-dire que si vous faites le take-off automatique des drones, il va décoller à peu près à cette hauteur-là. Et en fait, testez bien avec votre joystick d'aller à gauche, à droite, en avant, en arrière avant de faire quoi que ce soit. Ça, vous l'avez sûrement appris en centre aussi. Mais une fois que si ça roule, vous pouvez après prendre de la hauteur et faire votre vol. Ces petites vérifications-là, personne ne l'a fait. Enfin, il y a très peu de monde qui la font encore. Si vous êtes très très pressé, bien évidemment, je sais bien que vous n'allez pas la faire, mais on essaye pour vraiment voir s'il n'y a pas de problème au niveau de l'IMU du drone, du cœur du drone, du gyroscope, etc., si ça fonctionne bien. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, par sécurité, garder au minimum 20% de batterie, comme pour beaucoup d'autres objets qui utilisent des batteries intelligentes. 20%, c'est bien le minimum du minimum, quoi. On conseille même 30% pour certaines batteries. Vos drones vont vous prévenir, hein, bien évidemment, quand vous êtes en l'air. Ils vont faire un retour à la maison automatique à la première alerte. Vous pouvez la désactiver quand vous voulez. Une fois que vous allez passer dans le rouge, c'est-à-dire quand vous allez vraiment atteindre un seuil critique de batterie, les drones de chez DJI calculent bien évidemment par rapport au vent, par rapport à la distance, la batterie qu'il lui faut pour revenir. Donc, encore une fois, si vous arrivez dans le rouge, votre drone va faire un retour à la maison automatiquement et vous n'aurez pas le choix. Si vous avez le choix de désactiver encore une fois à ce moment-là, et une fois que vous l'avez désactivé, votre drone va faire un landing obligatoire, donc il va ratterrir, il va perdre forcément de la hauteur, et du coup, vous n'allez pas avoir le choix de vous poser. Donc voilà, on garde bien la batterie. Pour les vols stables, donc favoriser le mode tripod, vous doutez bien, ça n'a pas le même nom chez tous les fabricants, bien évidemment, mais un mode où le drone se stabilise beaucoup plus que la normale et où la vitesse, bien évidemment, est maîtrisée. Ça, c'est valable aussi pour ceux qui font de la réalité virtuelle en drone, pour les connaisseurs dans le groupe. Du coup, pour les plans habituels, le mode position fonctionne très bien. C'est le mode P sur les drones DJI. Je ne sais pas si ça a évolué sur les radiocommandes dernièrement. Mais le mode position vous permet d'avoir bien évidemment les signaux satellites et d'avoir le GPS qui fonctionne pour que votre drone soit bien stabilisé et se repère bien dans l'espace. Et pour les plans rapides, où vous avez besoin vraiment de vitesse pour suivre des voitures
pour suivre du sport à haute vitesse, des skieurs, etc. Le mode sport sera quand même privilégié, mais attention, ça retire bien certains détecteurs d'obstacles sur vos drones. Donc, c'est important de le savoir. La plupart des crashs, ils arrivent comme ça, soit avec les modes de vol intelligents ou soit avec le mode sport, parce qu'on se dit, bah oui, bah, il y a le détecteur d'obstacles qui va faire le travail, mais non, pas du tout. Donc, on le voit juste après. Justement, les modes de vol intelligents sont très peu exploités par les pros. Encore une fois, c'est des grosses citations et c'est mon avis personnel. Je parle bien des modes de vol intelligents pour la partie captation vidéo, hein. Les modes de vol intelligents des commandes automatiques qui sont exploitées par ceux qui font de la photogrammétrie, ce genre de choses, bien évidemment, ils vont être indispensables pour exercer le métier. Mais là, je parle vraiment des quick shots de chez DJI, des modes de vol qui vous font des vidéos toutes faites. Alors, en général, clairement, par les pros, c'est très, très peu exploité. On préfère avoir la maîtrise sur notre machine, et d'autant plus que ça garde vraiment les capteurs d'obstacles si vous le faites vous-même. Donc, autant s'entraîner à faire un POI, donc un point d'intérêt soi-même, autant apprendre et vous verrez après, de toute façon, c'est que du bonheur, même si les drones sont de plus en plus assistés, justement, autant enlever quelques modes de vol intelligents et se faire un petit peu plaisir tout seul, quoi. Voilà. Pardon. Pour l'après-vol, une fois que vous avez fait vos belles vidéos ou quel que soit l'objectif de votre vol, on a fait une petite slide sur le montage vidéo, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Là-dessus, très opérationnel, c'est à toi, Jordan. Oui, je vais essayer de trouver des correspondances avec des autres métiers, mais dans l'idée, ça se vaut. Bien évidemment, à la fin du vol, juste à la fin, on vérifie bien que la captation a bien été enregistrée, qu'il n'y a pas eu de problème. On vérifie directement sur l'application DJI, par exemple, et que tout est OK. Vous pouvez faire les backups directement sur place si vous avez des disques durs exprès pour faire vos backups, vos sauvegardes. Ensuite, l'organisation, c'est le point crucial. Je le répète jamais assez à mes élèves, que ce soit pour faire du contenu photo ou vidéo, peu importe, hein. D'autant plus pour la vidéo parce que vous aurez énormément, énormément de dossiers. Structurer tout ça pour avoir un dossier déjà bien ficelé avant d'attaquer sur Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut, peu importe. Ce sera la clé de tout. Si tout est bien structuré à la base, ça va aller hyper vite pour la suite. Et si vous travaillez en équipe, croyez-moi que une bonne organisation, ça en vaut la peine. Après, plusieurs logiciels du coup disponibles, hein, pour faire la partie montage vidéo, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, pour ne citer que les plus connus et les plus fiables, on va dire, sur le marché à l'heure actuelle, sur la partie édition de vidéo pure. Et les points maintenant qui sont importants pour vos vidéos, quelques petites astuces techniques qui vont vraiment vous faire passer au stade supérieur. Il y en a beaucoup qui vont les connaître forcément. Mais voilà, portez une attention toute particulière à la synchronisation de votre vidéo sur la musique. Faites choisir à vos clients, si vous travaillez avec des clients entreprises, faites choisir vraiment les musiques en amont, mettez-vous en accord avec eux pour qu'elles correspondent au maximum aux clients et ensuite allez faire le tournage en correspondance avec cette musique-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les mêmes mouvements, on ne va pas utiliser les mêmes drones, on ne va pas utiliser les mêmes focales, etc. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Et la synchronisation, maintenant, voilà, on est très attentif à rythmer une vidéo par rapport à une musique. C'est déjà assez important. On verra juste après pour le sound design, donc le traitement de son, comment ça se passe. Ensuite, pour plus de réalisme, donc il y a tout le temps une partie colorimétrie et ou étalonnage, c'est-à-dire que vos images, si vous les filmez avec des drones assez récents, vous pouvez les filmer dans des profils qu'on appelle flat, des profils plats, c'est-à-dire que votre image elle est décontrastée, désaturée et où il y a moins de netteté, et ça permet en post-production ou traitement de pouvoir réajuster tout ça comme il se doit. Mais pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour récupérer un peu de dynamique au niveau des tons foncés, des tons clairs, des blancs et des noirs de notre image, pour pouvoir voilà, faire croire qu'on a une caméra beaucoup plus haut de gamme sur un drone, dire qu'on utilise un drone à 500 euros. Dans l'idée, c'est un peu ça, c'est vraiment essayer de récupérer le maximum de dynamique et de pouvoir avoir une latitude en post-production qui est juste incroyable. Donc la colorimétrie, c'est ça, c'est retoucher vos images, que ce soit photo ou vidéo d'ailleurs, pour que cela représente ce que vous voyez le jour J. Donc c'est-à-dire que c'est un traitement technique que vous pouvez faire même sans voir l'image. C'est-à-dire qu'avec des simples histogrammes vectorscope, vous pouvez
faire la colorimétrie de votre image. Je le répète encore une fois parce que tout le monde confond colorimétrie et étalonnage. La phase d'étalonnage arrive juste après, où là, on peut appliquer ce qu'on appelle des LUT. C'est en gros comme des filtres que vous pouvez mettre sur vos images et qui permettent de donner un petit style tout particulier à vos vidéos. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, dépendant des contrats, dépendant de vos clients. Moi, je vous conseille de bien parler aux clients parce que clairement, vous allez gagner du temps si vous en parlez en amont avec lui. Tout le monde prend du temps, un temps phénoménal à faire la colorimétrie et l'étalonnage, et des fois, le budget ne le permet pas, et le client ne verra pas la différence, et dans tous les cas, ça va vous faire perdre du temps et de l'argent. Donc voilà, sur ce point-là, on fait attention à ce que veut le client. Au niveau du sound design, c'est un peu pareil. C'est un petit plus, même un énorme plus qui va faire passer votre production vidéo, on va dire, au stade haut level. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est effets sonores, les bruitages, les sons d'ambiance, etc., etc. Des choses qu'on peut soit capturer sur le terrain, soit avoir dans des banques de sons que vous trouvez sur Internet assez facilement à l'heure actuelle. Donc, ce sound design, c'est-à-dire que c'est un peu la phase finale, une fois que votre montage est totalement, quasiment bouclé. C'est vraiment le sound design qui arrive un petit peu vers la fin. Il y a toute la partie animation graphique, etc., qui est avant. J'en ai pas parlé, mais voilà, les connaisseurs sauront de quoi je parle. Le sound design, c'est pour moi le point le plus crucial. C'est ce qui va faire que vous allez passer de là à là. Et il y a très peu de gens sur les prises de vue drone qui en mettent parce que c'est délicat d'en mettre. Souvent, on a des prises de vue drone, on est en pleine nature, il n'y a rien qui fait du bruit dans notre image et on se dit, bah non, on ne va pas mettre de sound design, j'en vois pas l'utilité. Mais si on se creuse bien la tête, on regarde chaque élément qu'il y a dans notre image. J'ai filmé dernièrement, par exemple, un parc éolien assez réputé d'une très grande marque. Et du coup, ils ont été bluffés juste parce que j'ai rajouté du sound design. Et j'avais un plan avec une éolienne, quelques vaches au loin, une route qui était en dessous avec un camion qui passait. Bah, clairement, pour moi, rien que ce plan-là, j'ai peut-être mis 5-10 minutes à faire le sound design pour faire un truc vraiment pro. Bref, vous l'aurez compris, c'est important. La gestion des exports est aussi importante et ça peut vous prendre du temps. Il faut savoir les maîtriser pour pouvoir satisfaire les besoins de vos clients. Je l'ai mis juste en dessous, mais c'est important parce que la diffusion sur les réseaux sociaux actuels ne sont pas forcément les mêmes que sur YouTube, que sur votre site internet, etc. On adapte les résolutions, on adapte le débit binaire d'encodage de votre vidéo, très important. À titre d'exemple, hein, si on veut exporter une vidéo 4K Ultra HD pour YouTube, on sera aux alentours de 40 mégabits par seconde. Et si on passe sur une vidéo en Full HD, on sera plus aux alentours de 18-20 mégabits par seconde. Voilà. Encore une fois, c'est le nombre de data qu'il y a dans vos vidéos. Donc, très important de les maîtriser. Et c'est là que le client va être bluffé quand il va pouvoir regarder vos contenus. On pense toujours aux besoins du client avant tout. Les gens veulent vraiment des choses très spécifiques à chaque fois, vous vous en doutez, et vous le voyez dans la vie de tous les jours. Donc, on évite d'en faire qu'à sa tête et justement de faire de l'étalonnage, du sound design, etc., et de perdre du temps sur des contrats qui n'en valent pas la peine si votre client ne vous l'a pas demandé et si voilà, vous n'en sentez pas l'utilité, quoi. Il faut vraiment, vraiment y penser. Et c'est comme ça qu'une entreprise de drone, de vidéo peut devenir rentable. La plupart des entreprises qui coulent à l'heure actuelle, qui font de la vidéo, sont ceux qui font ce genre d'erreur, c'est-à-dire qui prennent beaucoup trop de temps sur la post-prod alors que le client ne verra jamais la différence et que le besoin client ne le stipulait pas, quoi. Voilà, voilà au fait. On a Betty qui nous fait une petite remarque sur les clients qui voudraient des musiques non libres de droits, mais sans payer les droits non plus. Ah. Donc, ça, à chacun ses clients, n'est-ce pas? Ça arrive toujours, ça. Donc, c'est tout pour le montage vidéo. On a parlé de la partie administrative un petit peu en amont du vol. Il y a aussi une partie un peu moins drôle. Après le vol, c'est avec tout le suivi d'activité et le suivi de votre matériel. Je vais vous parler du premier point qui est le carnet de vol. D'un point de vue réglementaire, vous allez devoir déclarer en début d'année votre bilan annuel d'activité qui reprend vos heures de vol par domaine d'activité, par télépilote, par drone, etc. Donc, vous devez, soit au 1er janvier 2023, vous souvenir de tous les vols de drones, de la durée, des drones utilisés, des lieux, etc., de l'année 2022, ou alors vous vous débrouillez pour suivre au fur et à mesure toutes ces informations.
Je sais que certains drones enregistrent déjà les temps de vol, ce genre d'informations, donc c'est quand même plus simple aujourd'hui. Et à chacun son système. Par exemple, un fichier Excel fonctionne très bien si vous avez la rigueur La de vous poser patience. dessus, oui, voilà, et de remplir votre document. Je vous ai mis une petite capture d'écran de l'application mobile Clearance, donc il y a quelque chose de nouveau encore, et du suivi d'activité sur Clearance. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de télépilotes qui ne faisaient pas ce suivi systématiquement. Je ne sais pas si vous avez des outils que vous utilisez, rien qu'un fichier Excel hein, pour le suivre. Mais sur Clearance, vous avez une petite icône pour chacun des vols que vous créez qui s'appelle Archiver. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir une petite pop-up qui vous permet de confirmer le temps de vol, la catégorie de vol, le drone et le télépilote du jour. Comme ça, à la fin, vous avez un récap complet. C'est super intéressant, cette nouvelle fonctionnalité. Comme je te disais, Ophélie, c'est vraiment top qu'elle soit implémentée parce que je connais énormément de pilotes de drones qui n'ont jamais tenu de carnet de vol. Même s'ils ne volent pas avec des drones DJI, je ne sais pas si les autres marques ont des fonctions aussi poussées que les drones DJI pour mémoriser les heures de vol, etc., les lieux. Mais voilà, les carnets de vol, c'est souvent le truc rébarbatif et qu'on ne veut pas faire. Là, avec l'application, je pense que vous marquez un gros point fort parce qu'on arrivera à la fin du vol, on aura juste à appuyer sur notre appli qui tournera en permanence en background et on pourra définir ça. Elle, du coup, potentiellement, je pense à l'avenir, Ophélie, tu me dis si je me trompe, mais du coup, le bilan annuel d'activité pourra se faire plus ou moins, ce sera facile, en fait, tout sera comptabilisé. Donc, il y aura juste à ouvrir une page clearance, une page Alpha Tango et rentrer les données, quoi. C'est ça, on n'a pas encore, il n'y a pas de connexion encore directe avec Alpha Tango parce qu'Alpha Tango ne Oui. le permet pas. Mais à la fin de l'année, si vous ouvrez votre compte clearance et votre compte Alpha Tango, au survol de la souris, vous avez tout le détail, vous n'avez plus qu'à compléter ça dans votre compte. Mais je vois qu'il y en a beaucoup qui utilisent Excel globalement, c'est la base, hein, Excel depuis le temps que c'est là quand même. Quand on sait bien l'utiliser, c'est bien pratique. Betty qui nous dit qu'elle utilise Clearance. Chacun son système, mais voilà, c'était une info à vous partager. L'entretien du matériel, système de parachute, drone, tout ça, à quelle fréquence après chaque vol ou Alors, pour l'entretien du drone, dépendant du vol que vous faites, si vous volez dans des endroits poussiéreux, ça arrive souvent. On n'hésite pas à souffler les moteurs, etc., nettoyer vos objectifs, vos radars. Voilà, entre guillemets, après chaque vol, il n'y a pas énormément de choses à faire. On va dire que le drone est censé rester propre et en bon état la plupart du temps. C'est surtout voilà, au niveau du système parachute, au système balise d'identification à distance et système balise coupe-circuit. Là, il y a des entretiens un petit peu plus, c'est annuel hein, chez Dronavia, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas la fameuse marque qui est partenaire de ma société, qui est une marque la plus réputée pour les parachutes et les systèmes de sécurité pour les drones. Et du coup, chaque année, voilà, un petit check, ils vont déplier les parachutes, ils vont regarder l'état de la toile, des ficelles, etc. Selon le stockage de votre drone, ça peut s'abîmer. C'est-à-dire que d'avoir un parachute en mauvais état, pas maintenu, ça sert à rien. C'est juste là pour faire beau et respecter la réglementation. Mais voilà, l'entretenir, c'est toujours mieux. Donc un entretien une fois par an, par drone et par équipement, ça me semble vraiment, vraiment bien, vraiment suffisant, quoi. Alors ensuite, oui, vas-y, une, poursuis. une petite astuce dont on avait parlé, c'était de numéroter ses batteries lorsqu'on avait les mêmes batteries pour s'y retrouver plus facilement aussi au niveau du suivi de leur utilisation, parce qu'il me semble que c'est Oui, quelque chose d'important, c'est ça? bah, moi je suis le mauvais exemple, je viens seulement de l'acheter, donc j'ai pas numéroté, mais c'est vraiment pour vous, voilà, avoir un numéro sur chaque batterie pour pouvoir les utiliser dans l'ordre et reprendre au beau numéro quand vous avez fini une mission, pour que à la fin, quand vous allez leur vendre, eh ben, que la batterie 1 n'ait pas 200 cycles et la batterie 2 70 cycles, la batterie 3 30 cycles. Ça arrive très souvent et du coup, moi j'achèterai jamais un drone comme ça dans cet état-là d'ailleurs, donc croyez-moi, tout le monde vérifie le nombre de cycles et avec l'application DJI, on peut le voir. Donc, on fait attention à ça, étant donné que les cycles sont limités à peu près, cycle complet hein, de charge-décharge, à 200 à peu près sur les batteries de drone DJI, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, ça m'est jamais arrivé d'aller jusqu'à la fin. Euh, donc voilà, pour ceux qui ont des métiers où il y a énormément de vols tous les jours, je comprends qu'ils arrivent vite à la fin de chaque batterie.
Donc voilà pour ce point. Tu veux poursuivre, Ophélie? Non, non, je t'en prie, vas-y. Ok, donc pour la mise à niveau des équipements et logiciels, bah, c'est ce qu'on dit, hein. À chaque fois, remettre à jour, pas forcément après le vol, parce que vous aurez mis les batteries et le drone à jour avant les vols, mais le faire assez régulièrement. Attention sur les batteries de drone de chez DJI, si vous les branchez trop tôt sur vos hubs de chargement et que vous les laissez charger sur 8 jours, 10 jours, 15 jours, la grosse problématique, c'est que vous allez vous dire, bah, c'est bien, elles sont en charge en permanence, je vais m'en servir pour mes missions. Eh ben non, parce qu'elle va se décharger automatiquement et se remettre en mode stockage sans vous le dire. Et vous allez t'embêter parce que vous allez dire, bon, bah, c'est bon, je vais en tournage, je charge tout. Et en fait, vos batteries seront qu'à 50%. Donc, on fait attention à ce petit point-là. C'est pratique parce que ça évite plein de choses, plein de problèmes, des incendies, des batteries dont l'usure va vraiment être précoce. Mais du coup, voilà, on fait attention à ce point-là au niveau des batteries. Ne pas trop recharger, bah voilà, comme c'est ce qui a été écrit, hein, ne pas trop recharger vos batteries inutilement. Donc, moi, ce que je fais, c'est quand j'ai une mission le lendemain, eh ben, je branche le jour J pour le lendemain. Et tout se passe bien en général si vous avez assez de hub de charge. Encore une fois, je le conseille, hein, chaque batterie que vous avez, elle doit avoir son hub de chargement disponible, sinon vous allez vraiment, vraiment galérer. J'avais le cas avec l'Inspire 2, j'avais une quinzaine de batteries, donc x2, pour ceux qui connaissent un peu l'Inspire 2. Et du coup, j'avais quelques hubs de chargement, mais ça ne me permettait pas de tout mettre. Et donc, je devais, par exemple, revenir à un moment donné pour rechanger les batteries, remettre les nouvelles. Enfin bref, vous perdez du temps, c'est pas top. Alors, au niveau du stockage, très important, on a tendance à avoir de plus en plus de matériel, même s'il est de plus en plus petit. La société de consommation fait qu'on achète quand même beaucoup de choses. Et du coup, euh, dans le stockage, vous stockez très souvent dans vos hangars, dans vos garages, dans votre stock de matériel. Et des fois, les températures ne sont pas adéquates, et l'hygrométrie non plus. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je stocke là dans un stock de matériel, c'est comme un garage, donc en hiver, ça descend à 0, 2 degrés, quoi. Et croyez-moi que j'ai abîmé pas mal de batteries comme ça. Et depuis ce jour-là, j'ai créé des systèmes pour chauffer et isoler correctement ce hangar. Mais voilà, le trop froid, c'est pas bien. Trop chaud, c'est pas tip top non plus. Mais en général, dans un garage, voilà, c'est difficile qu'il fasse trop chaud. Mais ça peut arriver au niveau du stockage. Si vous faites plusieurs jours de tournage et que vous avez des camionnettes ou des voitures et vous stockez tout à l'arrière, faites attention en été, ça peut être vraiment fatal. En général, vous avez tous des caisses protégées pour mettre vos batteries à l'intérieur, mais en général, ces caisses chauffent très vite. Et donc, vous pouvez avoir des incendies assez rapidement, ou du moins, vous pouvez endommager vos batteries très fortement, quoi. Donc moi, ça m'est arrivé, hein, des fois, ça ne prévient pas. On filme, c'est en plein cagnard en été, et du coup, il fait 37 degrés dehors, on laisse les batteries pendant 4 heures dans l'expert, et du coup, voilà, ça chauffe très, très vite. Et l'hygrométrie, c'est important, essayez que ce ne soit pas trop humide, sinon vous allez avoir des problèmes. J'ai eu des problèmes avec certains Ronin, donc vous voyez, c'est les stabilisateurs. Quand il y a trop d'humidité et que des fois ça part trop froid et que ça remonte trop chaud en température, eh ben, les batteries ne peuvent ne plus s'allumer du tout par la suite. Donc, croyez-moi, j'ai eu le cas avec plusieurs batteries, donc on évite que ce soit trop humide. Voilà, Ophélie. Moi, j'ai vu de belles vidéos de batteries qui explosaient à cause de la température extérieure, donc Oui. évitons ce genre de situation. Un dernier aspect à prendre en compte après votre vol, on a parlé des besoins du client, ce que le client voulait, etc. Mais vous devez aussi penser à votre communication pour promouvoir vos services. Pour ça, vous avez 3 règles d'or à suivre. La première, c'est la régularité. Donc, organisez-vous une fois que vous avez réalisé vos prises de vue sur quel plan vous pouvez utiliser pour votre propre communication. Créer des procédures, des rythmes en fait sur comment vous publiez ces contenus. Planifiez aussi votre communication pour ne pas publier pendant 3 semaines et ensuite plus rien pendant 3 mois. C'est important d'être régulier. C'est un Pour peu ça, mon vous avez cas. plusieurs outils qui sont disponibles, dont certains qui sont gratuits. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur Internet. Tu allais dire quelque chose, Jordan? Je dis, c'est totalement mon cas, ce que tu dis. Quand on a trop de travail, le gros souci, c'est que, en fait, après, on arrive avec des chiffres d'affaires qui varient énormément.
dans l'année. Et tout ça, c'est simplement lié à la communication, généralement, dépendant de ce que vous faites. Mais moi, la régularité, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai de moins en moins parce que justement, j'ai été trop régulier. Et du coup, voilà, quand on a beaucoup de demandes, beaucoup de travail, bon, il faut embaucher, bien évidemment. Il va falloir embaucher à un moment donné, je pense. Mais moi, par exemple, j'ai un apprenti maintenant, une stagiaire qui gère un petit peu cette partie-là. Et tu as tout à fait raison sur la partie régularité et buffer, c'est très bien, mais c'est limité comme beaucoup d'autres, hein. Vous ne pouvez pas mettre beaucoup de réseaux sociaux liés à cet outil. En général, c'est 3 maximum pour la version gratuite. Et vous ne pouvez pas poster pour un an à l'avance. Pareil, ne le faites pas, hein, mais ce n'est pas possible avec ce genre de logiciel. Donc la régularité, deuxième aspect, l'authenticité. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, on voit beaucoup de contenu par drone. Essayez pas forcément de faire comme les autres, je vous dirais de vous distinguer. Et ce qui fonctionne, on s'en rend bien compte que ce qui fonctionne sur Internet, c'est ce qui est honnête, entre guillemets. Donc faites quelque chose qui vous ressemble et normalement, ça devrait fonctionner. Et enfin, le dernier aspect qui est absolument indispensable, c'est d'être connecté. Aujourd'hui, que vous lanciez votre entreprise de drone, même vous êtes seul en indépendant, ayez une présence sur Internet, donc que ce soit simplement une page Facebook dédiée à votre activité drone, une page LinkedIn, tous les réseaux sociaux qui vous intéressent, quoi. Mais un site Internet aussi, donc pensez référencement, donc c'est le fait que lorsque vous cherchez sur Internet drone autorisation, vous tombiez sur Clearance en premier plutôt qu'un autre site. Donc ça, c'est très important. Et il y a énormément de contenu pour vous former là-dessus, sur comment gérer ses réseaux sociaux, comment optimiser son SEO. Donc vous pouvez vous former même seul. Donc voilà pour toutes les petits trucs et astuces autour de la préparation de vos vols et de l'activité de télépilote globalement. On a consacré un peu de temps pour les questions. J'en ai vu 2-3 dans le chat, donc je vais me permettre de les lire. Betty qui nous demande pour les glacières sèches, est-ce qu'on peut prendre une glacière sèche pour les batteries pour la forte chaleur? Alors, moi, je l'ai déjà fait. Normalement, c'est pas trop problématique. Moi, j'ai déjà mis même dans des frigos. C'est un peu atypique, mais je fais de l'animation drone en fait au grand public avec une dizaine de drones dans une cage sur toute la France. Et du coup, en forte chaleur, j'avais besoin de calmer un petit peu les moteurs des drones qui étaient des moteurs à charbon à l'époque et les batteries. Donc, je mettais tel quel les drones dans le frigo. J'ai pas eu de problème. Après, je suis pas un expert de ce niveau-là, mais je pense une glacière sèche, clairement, pour dépanner et mettre quelques batteries pendant quelques heures, franchement, il n'y a aucun problème, quoi. On continue. Hop, je remonte le fil pour les petites questions qui se sont perdues au début. Alors, hop. Ah oui, Betty, vous aviez une autre question au début sur la météo. Donc, la météo à 100 mètres et à 2 mètres. J'ai posé la question à mes collègues qui nous ont dit que ce n'était pas la même chose à 2 mètres et à 100 mètres, mais qu'il n'y avait pas de règle simple de calcul. Donc, je creuserai là-dessus et je vous ferai un retour par mail avec le replay. Je vous mettrai un petit mot dessus. Nathalie qui voudrait revenir sur le Manex, est-ce qu'il y a un code à utiliser pour lui attribuer une référence? Donc, chaque changement, on est d'accord, dans le Manex, il veut dire nouvelle version. Pas forcément, Ophélie. D'accord. En fait, je crois qu'elle est partie poser la question. Mais dans l'idée, il faut faire attention avec les révisions ou comment ça s'appelle? Je vais retrouver le mot. Il y a 2 termes. Révision, c'est dès que vous avez plus de 2 ou 3 pages à modifier, je vous conseille de faire une révision, c'est-à-dire que ce sera l'édition 2, puis 3, puis 4 de votre Manex. Par contre, si vous faites une modification mineure, pardon, et que vous changez par exemple juste un drone, on fait ce qu'on appelle du coup un amendement. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et du coup, vous voyez en haut à droite de votre Manex, vous avez une petite case, et ben, ce sera marqué amendement 1 de cette unique page. Et du coup, dans votre sommaire, il faudra bien noter que c'est l'amendement 1 de cette page-là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut refaire une déclaration d'activité obligatoirement en précisant que c'est l'édition 1 et c'est dès qu'il y a une nouvelle édition, pardon. Dès qu'il y a une nouvelle édition, il faut refaire une déclaration d'activité pour dire que
ça passe au numéro 2, au numéro 3, au numéro 4. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, n'importe quand. Moi, par exemple, je viens d'acheter le Mavic R2S. À titre d'exemple, hein, je vous montre quand même. Du coup, on met bien les numéros. Ici, j'ai bien mon numéro du coup d'exploitant. Ici, j'ai bien le numéro du drone. Du coup, j'ai mon numéro de téléphone en plus. Après, il faut bien évidemment le mettre dans le Manex et refaire une déclaration d'activité. Et voilà, après, tout se passe bien. J'espère que j'ai été clair. Très clair. Au sujet de la zone d'exclusion des tiers, baliser quand on va prendre des images, vidéos et photos, c'est pas le top. Comment baliser sans que ce soit visible? Ça, on en a un petit peu parlé avant. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et de toute façon, ça embête tous les pilotes de drone, hein, ce système de balisage. Moi, surtout moi qui fais de la réalité virtuelle aérienne, crois-moi que c'est compliqué parce que je filme en 360 degrés partout, donc je ne peux rien cacher. Je ne peux vraiment rien cacher. Donc l'idée, c'est de prendre des choses qui ne sont pas forcément trop voyantes. Malgré tout, le but, c'est que ce soit voyant, mais vu du ciel, il faudrait que ce soit le moins voyant possible. Euh, et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est pour ça que moi, j'ai mis barrière naturelle en termes de balisage, parce que la plupart du temps, j'arrive à me débrouiller pour que voilà, personne puisse accéder à cette zone-là, quoi. Je sais que c'est délicat, mais on fait rarement du top shot avec la caméra vraiment vers le bas quand on fait de la vidéo 2D classique, quoi. Ça arrive rarement. Quand ça arrive, en général, justement, on essaie de baliser assez large pour que les plots ou la rubalise soient loin, quoi, tout simplement. D'accord. Alors, on a une question de Sylvain. Bonjour, c'est toujours assez difficile de savoir si on est dans les règles, notamment en S3 avec la zone d'exclusion des tiers. Les autorités sont-elles souples, pédagogues ou rigides et strictes sur les règles et quelles autorités peuvent nous contrôler, voire nous sanctionner? Alors, pour la petite anecdote, ouais, très intéressant comme question, j'ai une fois discuté avec un gendarme qui, en lui expliquant que je travaille dans le monde du drone, m'a dit « Ah, mais nous, il y a plein de drones du côté de chez nous. Qui est-ce qui est censé contrôler ces drones ?» Du coup, j'étais un peu bon, c'est vous, monsieur. Donc, au niveau de si les autorités sont souples, pédagogues ou rigides, je dirais que ça dépend tout simplement sur la personne sur qui vous allez tomber, à quel point ils sont informés aussi sur les vols de drones. Qui peut vous contrôler? C'est toute autorité, donc la police, la gendarmerie, la GTA, bien évidemment. Donc faites attention à avoir sur vous tous les documents et à bien assurer la sécurité de vos vols. Après déclaration de vol, certaines préfectures ne répondent pas. Est-ce normal? Alors Thierry, une déclaration en préfecture, si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 5 jours, c'est que c'est un accord sans justificatif, quoi. Oui. Si ils ont besoin de plus de documents, ils reviendront vers vous entre-temps. Donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Léa, qui a une question pour toi, Jordan. Comment êtes-vous passé de pilote partiel à pilote plein temps et en combien de temps? Alors, du coup, je suis désolé, ma caméra vient de s'éteindre. Oui, Vous m'entendez toujours? Oui. Très bien. Alors, du coup, je ne suis pas passé du tout de pilote partiel à pilote temps plein. Je suis passé directement à pilote temps plein parce que j'ai fait 9 ans de boulangerie avant pour la petite histoire. Et du coup, un mois après, j'avais créé ma structure. Je suis passé par une couveuse d'entreprise, hein, qu'on peut appeler aussi pépinière pour certains. Mais du coup, voilà, je suis passé directement dans le grand bain en me faisant aider, bien évidemment, au début, par des structures d'accompagnement. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour ça, mais sur ma chaîne YouTube Drone Ambition, tu vas trouver plein de lives qui vont t'intéresser au niveau de ça, où je t'explique justement comment faire pour vraiment faire tes premiers contrats, avoir tout ce qu'il faut sous la main pour bien commencer, etc. Et voilà, les lives vont reprendre sur ma chaîne prochainement, je l'annonce comme ça. N'hésitez pas à me rejoindre. On a encore une question sur les batteries. Avez-vous une astuce pratique pour charger les batteries qui ont épuisé sur le terrain? Peut-on les charger directement dans la voiture? Est-ce que ça Moi, j'ai existe ce qu'il faut. pour charger les batteries sur l'allume-cigare, par exemple? Alors moi, je peux vous conseiller les batteries externes de la marque EcoFlow, qui sont quand même la référence à l'heure d'aujourd'hui. Alors je me permets, je remets juste la caméra. Hop. Donc je me permets, du coup, oui, les batteries externes qui sont de gros volume, hein, je parle, qui sont très intéressantes pour recharger vos batteries de drone, parce que au moins vous êtes quitte d'avoir 15 batteries pour vos tournages. Moi, croyez-moi, ça fait 5 ans et j'ai toujours en moyenne 3 à 5 batteries par drone. Et d'avoir une batterie externe avec des prises secteurs dessus, etc., c'est vraiment génial, quoi. Et vous allez économiser de l'argent sur le long terme.
Donc, en général, voilà, une entrée de gamme, ça vaut entre 700 et 800 euros, mais ça vous permet de recharger. Moi, je recharge 40 batteries en même temps avec ce genre Ah oui. d'outil. Et c'est génial, c'est transportable, ça va partout. Moi, je vous conseillerais ça. J'ai beaucoup d'amis pilotes et dans la communauté qui ont des prises secteurs directement à l'arrière de leur voiture ou de leur expert, de leur utilitaire. Et ça marche plutôt bien, quoi. Donc, moi, c'est les deux conseils. Soit avoir les prises secteurs directement dans le coffre, soit batterie externe. C'est vraiment le top du top. Ok. Stéphane qui demande si tu utilises l'Insta360 One X2. Alors oui, après j'en utilise beaucoup des caméras 360. Donc je vois que quelqu'un a mis la Sphère, la nouvelle caméra Oui, sortie 360 de sphères, chez ouais. Insta360. Du coup, j'ai revendu tout le reste. J'ai revendu tout le reste et j'ai racheté celle-ci qui va me permettre de faire tous mes contrats assez facilement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est des caméras 360 qui sont adaptées euh, pour le drone quand même, parce que c'est des caméras légères et la plus grosse contrainte pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de supprimer le drone en post-prod quand on n'a qu'une seule caméra 360 qui est fixée, par exemple, en dessous du drone ou au-dessus. Donc voilà, j'en ai fait énormément de tutoriels sur ma chaîne, je ne vais pas me répéter, mais oui, j'utilisais la One X2, maintenant je ne l'ai plus. D'accord. On a Didier de Zeta Drone qui attend sa livraison de croissants. Par drone, évidemment. On a une autre question de Léa. Comment est-ce que tu définis tes tarifs pour tes prestations et une fois qu'on est à fond dans le drone, quel salaire espérer? Alors, bah, c'est très très bonne question et on se doutait qu'il y allait avoir cette question-là. Alors déjà, le salaire espéré, je pense que si tu te lances seul, encore une fois, en société, et que tu attends tes 3 premières années qui vont être les plus délicates et qui vont permettre de te lancer réellement, je pense au bout de 3 ans, tu peux attendre d'avoir, je parle bien de salaire, hein, je parle bien de rémunération du dirigeant, entre 1 700 et 2 000 € net par mois. Euh, Si tu n'arrives pas à ce stade au bout de 3 4 ans d'activité, je pense qu'il faut se poser des questions, des bonnes questions, à part si tu veux vraiment être tranquille et pas te développer des masses. Voilà, ça c'est mon avis personnel, encore une fois. Je pense que c'est pour de la prestation vidéo, encore une fois, hein, je parle. Tous les autres domaines sont Ouais. totalement différents. Les domaines techniques peuvent être beaucoup plus rentables, croyez-moi. Euh, je connais beaucoup de sociétés dans les domaines techniques au niveau du drone et il suffit d'avoir sa petite niche et normalement, vous pouvez être largement plus rentable que ça plus rapidement. Ensuite, c'était quoi le début de la question, Ophélie? Comment tu définis tes tarifs? Oui, bah, tout simplement, la règle de base, c'est le temps passé déjà sur le terrain et le temps passé sur la partie traitement, que ce soit Mhm. des images, que ce soit de la vidéo, peu importe. Déjà, Des autorisations? c'est ça qui va tout définir. Et le temps passé sur les autorisations, moi, du coup, je ne me suis pas embêté, je me suis calé sur les tarifs de clearance. Comme ça, si je sais le faire, bah, c'est moi c'est moi qui va dire prends la marge, entre guillemets. Et si je ne sais vraiment pas le faire dans les conditions trop délicates, voilà, imaginons plein centre de Paris, etc., programmer des vols, je ne le ferai pas. Je délègue tout à clearance sans aucun souci et vraiment avec grand plaisir parce que croyez-moi que c'est largement rentable. Et de toute façon, on pourrait le facturer à vos clients et même faire de la marge là-dessus sans souci, quoi. Bref, donc voilà, une fois que tu sais ton taux horaire de tournage, ton taux horaire de post-production, ton taux horaire de démarche de drone, etc., tu as déjà une base qui est costaud. Ensuite, il suffit de savoir où est le lieu de tournage, définir tes tarifs kilométriques. Moi, je sais que je suis à 0,66 par rapport à mon expert parce que selon les barèmes fiscaux, ça varie. Savoir si tu manges sur place, etc., calculer tous les frais de restauration, d'hébergement et de déplacement. Et ensuite, après tout ça, dépendant de la résolution, de la qualité désirée, ça peut varier. C'est pareil, un client qui va te demander une vidéo en 1080p ou une vidéo en 8K en RAW, voilà, c'est pas du tout pareil. Et encore plus pour la partie réalité virtuelle où on a besoin de faire du 8K, du 12K, etc. Donc on est vraiment sur des résolutions un peu hors du commun, mais c'est normal. Donc voilà la base. Après, j'ai fait pareil, énormément de vidéos. J'ai une vidéo totalement dédiée sur la chaîne Drone Ambition. Tu tapes comment trouver ses tarifs, comment faire ses tarifs, et tu auras un tutoriel d'1 heure totalement sur ça.
Ok, est-ce que, il me semble que normalement on n'a pas oublié de questions, j'ai refait une passe. Avez-vous d'autres questions? Sinon on arrive sur la fin du webinaire. On avait prévu une dernière slide avec quelques ressources. Donc on a fait une checklist de tous les documents que vous devez intégrer dans votre dossier de vol, donc le dossier que vous devez avoir avec vous en permanence en cas de contrôle. Donc ça, vous pourrez le télécharger aussi. Et pareil, une checklist avec tous les points qu'on a abordés sur les différentes étapes du vol, avant, pendant, après, au format PDF que vous pouvez télécharger et imprimer et avoir sur vous aussi. Ça peut être pratique. Super. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Jordan, est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier, un dernier mot que tu Moi, je voulais voulais nous remercier dire? tout le monde d'avoir été présent. N'hésitez pas à me contacter pour des questions techniques au niveau du drone ou de la réalité virtuelle. Je me ferai un plaisir de vous répondre directement sur Messenger. Et si vous voulez intégrer notre communauté à nous, à Drone Ambition, contactez-moi. Je vous intègre dans un groupe vraiment sympa qu'on a sur Messenger, très très privé, et qui permet à chaque problématique qu'on rencontre tous les jours d'échanger avec des vrais pros du métier. Et on est un peu répartis sur toute la France avec des gens très très pointus. Et du coup, voilà, pour ceux qui veulent créer des partenariats, créer des synergies un peu dans toute la France avec ma société ou avec d'autres sociétés, voilà, on est très, très ouvert d'esprit. Donc, venez nous rejoindre, c'est vraiment sympa. On vous mettra tout ça de toute façon dans le mail avec le replay. On vous met la présentation et les deux petites dernières questions que je vois passer. Je les ai notées et je vous les mets dans le mail post-webinaire. Ah, Jeff a une bonne question. Dommage. Ok, merci à tous. Je vais terminer tout ça et je vous envoie un mail dans la foulée demain. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Jordan pour ta participation. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.